Bienvenue sur Écho d'Acier, la chaîne où nous donnons une voix à ceux que l'histoire a rendus muets. Quand nous pensons à la Seconde Guerre mondiale, nous voyons des images de généraux penchés sur des cartes, de soldats héroïques sur les plages de Normandie et de chars d'assaut, ces monstres d'acier, rugissant à travers les champs de bataille. Nous connaissons les noms de ces chars, T-34, Sherman, Panther, Tigre. Ils sont les icônes de la guerre. Mais une icône doit être forgée. Avant qu'un seul de ces chars ne puisse tirer un obus ou sauver un soldat, il a été une simple feuille de métal, un boulon, un rivet. Et qui a forgé ces armes? Qui a coulé l'acier, riveté les coques, assemblé les moteurs dans le vacarme assourdissant des usines? Aujourd'hui, notre histoire ne se déroule pas sur le front, mais sur ce qu'on appelait le front intérieur. C'est l'histoire des héros sans médaille, des mains usées et des dos brisés. C'est l'histoire de ceux que les actualités ne filmaient jamais, les ouvriers invisibles. Des femmes, des vieillards, des adolescents, qui ont mené leur propre guerre, une guerre de production, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, nous allons vous raconter comment ces ouvriers invisibles, par leur sueur, leur sacrifice et leur ingéniosité silencieuse, ont littéralement forgé la victoire et changé le cours de la guerre. Si vous croyez que les guerres ne se gagnent pas seulement avec des soldats, mais aussi avec le cœur et les mains de ceux qui les soutiennent, abonnez-vous à Écho d'Acier. Laissez un j'aime pour honorer leur mémoire. Et dites-nous dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous nous rejoignez aujourd'hui. Nous sommes en 1942. L'endroit n'est pas un champ de bataille, mais il lui ressemble. C'est l'Oural, le cœur industriel de l'Union soviétique, un lieu si vaste et si reculé que les cartes de l'état-major allemand n'en montrent que les contours. C'est Tankograd, la ville des chars, un complexe industriel gigantesque né du déménagement désespéré de l'usine Kirov de Leningrad et de l'usine de tracteurs de Kharkov, évacuées à la hâte juste avant l'avancée nazie. Ici, le thermomètre descend à moins 40 degrés Celsius en hiver. La neige ne fond jamais vraiment. Elle devient noire de suie avant d'être recouverte par la prochaine tempête. La guerre, ici, n'est pas une question de balles, mais de quotas de production. Le Stavka, le haut commandement soviétique, exige des chars. Il les exige maintenant. Il ne demande pas si c'est possible. Il l'ordonne. Dans le hall de fonderie numéro 3, l'air est irrespirable. C'est un paysage dantesque de fumée orange, d'étincelles aveuglantes et d'une chaleur si intense qu'elle brûle les poumons, malgré le froid glacial qui s'engouffre par les fenêtres brisées. C'est ici que naissent les coques des T-34, et ceux qui les font naître ne sont pas des ingénieurs en blouse blanche, ce sont les invisibles. Prenez Pavel, il a 62 ans, il était contremaître à Leningrad. Il a vu ses 2 fils partir au front. Il est maintenant responsable d'une équipe de coulées. Ces hommes, comme il les appelle, sont des garçons de 15 ans et des femmes qui n'avaient jamais vu l'intérieur d'une usine il y a 6 mois. Il y a Magda, une ancienne professeure de littérature, dont les mains délicates sont maintenant couvertes de brûlures et de callosités. Il y a Sacha, 16 ans, si petit qu'il doit se tenir sur une caisse pour atteindre les leviers de commande du pont roulant. Il travaille 12 heures par jour, parfois 16, quand le quota n'est pas atteint. Leur logement est une baraque en bois non chauffée, partagée par 30 personnes. Leur nourriture est une soupe claire et un morceau de pain noir, dur comme de la pierre. La mort n'est pas une abstraction pour eux. Elle est partout. Elle est dans le métal en fusion qui, parfois, éclabousse et tue un ouvrier sur le coup. Elle est dans le froid qui provoque des pneumonies mortelles. Elle est dans la fatigue, cette fatigue écrasante qui fait qu'un homme s'endort un instant et se fait happer par un engrenage. Ils sont le premier maillon de la chaîne, le plus brutal. Leur travail est de transformer la ferraille en coque de char. Ils reçoivent les instructions des ingénieurs, des hommes comme Morozov, le concepteur de génie, mais c'est à eux de les exécuter. Un jour, un problème survient. Un lot d'acier allié, essentiel pour le blindage frontal incliné du T-34, arrive avec une mauvaise composition chimique. Le rapport de l'ingénieur est formel. L'acier est inutilisable, trop cassant. Il faut le renvoyer à l'aciérie, ce qui prendra 3 semaines. 3 semaines, c'est 50 chars de moins. C'est un village de plus rasé par les panzers. L'ingénieur en chef, un homme du parti,
est furieux. Il menace Pavel de sabotage. Il parle du goulag, de trahison. Pavel, le vieux contremaître, reste silencieux. Il prend un échantillon de l'acier raté. Il le regarde, le pèse dans sa main. Il ne connaît pas la chimie, mais il connaît le métal. Il le sent. Il a passé 40 ans de sa vie à le regarder fondre. Il retourne à sa baraque, ne dort pas de la nuit. Le lendemain, il revient voir l'ingénieur. « Laissez-moi essayer quelque chose, » dit-il, sa voix rauque. L'ingénieur, désespéré, lui donne l'autorisation. Pavel prend le contrôle du four Martin. Il ne suit pas les procédures standards. Il fait quelque chose qui ferait hurler n'importe quel métallurgiste formé. Il ordonne à son équipe d'ajouter au mélange une quantité absurde de ferraille de tracteur mise au rebut, une fonte riche en manganèse, connue pour sa dureté. Puis il cuit le mélange plus longtemps, à une température plus élevée que ce que les manuels autorisent, risquant de faire s'effondrer le four lui-même. C'est de l'alchimie. C'est de l'hérésie industrielle. Magda, la professeure, est terrifiée. « Pavel, le four va exploser !» Pavel, le visage ruisselant de sueur à 2 mètres de la porte du four, secoue la tête. Il faut qu'il ait chaud. Le métal est comme un homme. Il faut lui parler durement pour qu'il obéisse. Il coule la première plaque. Elle refroidit. Elle est laide, sa surface est granuleuse, imparfaite. L'ingénieur est dégoûté. « C'est de la merde, Pavel !» Pavel ne répond pas. Il prend une masse et la frappe de toutes ses forces. La masse rebondit. L'acier n'a pas cédé. Ils emmènent la plaque au champ de tir de l'usine. Ils tirent dessus avec un canon anti-char allemand capturé. Un PaK 40. Le premier obus frappe la plaque. Il y a un impact horrible, une gerbe d'étincelles. Mais l'obus n'a pas pénétré. Il a fait une large bosse, mais le blindage a tenu. L'acier raté de Pavel, ce mélange impur de fonte et d'alliage, s'est révélé plus résistant que la formule standard. Ce n'était pas un blindage parfait, il était lourd, mais il était efficace. Pavel n'avait pas suivi la science. Il avait suivi son intuition, une connaissance née de 40 ans de labeur. Il n'a pas reçu de médaille. Il n'a pas reçu de prime. Son nom n'est inscrit sur aucun monument. Mais ce jour-là, cet ouvrier invisible, cet homme que l'histoire a oublié, a sauvé la production de 50 T-34. Il a changé le cours d'une bataille qui n'avait pas encore eu lieu, à des milliers de kilomètres de là. Il n'était qu'un exemple parmi des milliers. À Tankograd, la victoire s'est forgée, non pas par le génie d'un seul, mais par le sacrifice désespéré et l'ingéniosité silencieuse de ces 500 000 ouvriers invisibles. À des milliers de kilomètres de l'enfer gelé de Tankograd, un autre front intérieur s'est ouvert, sous un ciel différent mais avec une urgence identique. C'est le Midwest américain, 1943. L'arsenal de la démocratie tourne à plein régime. Ici, la guerre n'est pas menée par des professeurs devenus fondeurs sous la menace du goulag. Elle est menée par des femmes qui, 1 an auparavant, préparèrent des tartes aux pommes et étendèrent le linge. Elles sont le 2e contingent de l'armée invisible. L'usine Fisher Body à Grand Blanc, Michigan, a été convertie. Là où l'on fabriquait les carrosseries lisses des Buick, on assemble désormais la coque anguleuse du M4 Sherman. L'air n'est pas rempli de la fumée de charbon de l'Oural, mais du sifflement aigu des torches à souder et du fracas assourdissant des presses hydrauliques. L'ennemi, ici, n'est pas le froid mortel, mais le chronomètre. Chaque char est promis. Chaque char est déjà en retard. Le général Patton envoie des câbles furieux depuis la Sicile, réclamant plus de blindés. Et les femmes du Michigan doivent les lui fournir. Notre invisible ici ne s'appelle pas Pavel. Elle s'appelle Eleanor Bishop, 22 ans. Son mari, Bill, conduit l'un de ses Sherman quelque part en Italie. Elle a une photo de lui, souriant, sur sa machine, scotchée à l'intérieur de son casier métallique. Pour Eleanor, chaque plaque de blindage qu'elle soude n'est pas une pièce de métal. C'est un cocon d'acier qu'elle fabrique pour protéger son mari. Chaque soudure doit être parfaite. Chaque joint doit être impénétrable. Si elle échoue, si sa main tremble, Bill pourrait mourir. C'est cette pensée qui la réveille la nuit. Eleanor est soudeuse. Il y a 6 mois, elle ne savait même pas ce qu'était un ampère. Aujourd'hui, elle porte un masque de cuir lourd, des gants épais, et elle manie une torche qui crache un arc électrique de 10 000 degrés. Son travail est de joindre les plaques massives de la coque. Le problème, c'est le goulot d'étranglement.
Les ingénieurs, dans leur sagesse, ont conçu des gabarits de montage, d'immenses cadres d'acier qui tiennent les plaques en place pendant que les soudeurs travaillent. Mais la conception est imparfaite. Pour souder les joints intérieurs de la coque, les femmes doivent se glisser à l'intérieur du char. C'est un travail infernal. L'espace est confiné. La fumée de soudure, toxique, remplit l'habitacle en quelques secondes, malgré les ventilateurs. En été, la température à l'intérieur de la coque dépasse les 60 degrés Celsius. Les femmes s'évanouissent. Les soudures faites au-dessus de la tête, en soudant le plafond, sont de mauvaise qualité. Le métal en fusion coule, créant des joints faibles. Le contremaître, Sal, un vétéran de la Première Guerre mondiale, est au bord de la crise de nerfs. Il déteste ce travail. Il déteste voir ces femmes, qui lui rappellent ses filles, s'épuiser pour un quota qu'il ne peut pas tenir. Les ingénieurs, crache-t-il, assis dans leur bureau climatisé. Ils devraient venir ici, respirer cette merde, voir si leur joli plan fonctionne. Les rejets s'accumulent. Le département d'inspection, dirigé par des hommes sévères en costume, marque les joints défectueux à la craie rouge. Chaque marque rouge est un échec pour Eleanor. Une marque rouge, c'est un obus allemand qui pourrait passer. Un soir, elle est au bord des larmes. Elle est épuisée, sa journée de 10 heures est terminée, mais elle est restée pour refaire une soudure ratée. Sal s'approche. Vous devriez rentrer chez vous, Bishop. Ça ne sert à rien, on n'y arrivera jamais. C'est la conception qui est mauvaise. Eleanor relève son masque. Son visage est couvert de suie, ses yeux sont rouges. Bill est là-bas, Sal. Je ne peux pas rentrer. On ne peut pas leur envoyer des chars avec des trous dedans. Elle regarde le gabarit massif, la coque du char posée comme une baignoire géante. C'est stupide, dit-elle. Quoi donc? Demande Sal. De ramper à l'intérieur. C'est comme essayer de peindre un plafond en étant couché sur le dos. C'est stupide. Et vous proposez quoi, Einstein? On n'a pas de soudeur nain. Eleanor regarde le pont roulant au-dessus d'eux, celui qui soulève les coques terminées. Pourquoi? Pourquoi on ne la retourne pas? Sal la regarde comme si elle était folle. Retourner? Retourner une coque de 30 tonnes pour souder un joint? Vous avez perdu la tête, Bishop? Pas la retourner complètement, insiste Eleanor, la fatigue la rendant audacieuse. Là, faire tourner, comme un poulet à la broche. Si on pouvait la mettre sur le côté, je pourrais souder en descendant. Ce serait plus facile. Et plus solide. Sal est sur le point de la renvoyer chez elle, mais l'image s'incruste dans son esprit. Un poulet à la broche. C'est une idée d'une simplicité enfantine. C'est une idée d'ouvrier, pas d'ingénieur. Un positionneur, murmure Sal. Il existe des positionneurs pour les petites pièces, mais pour ça. Il regarde les ingénieurs dans leurs bureaux vitrés qui surplombent l'atelier. Ils ne les écouteront jamais. Très bien, dit Sal, avec une lueur dangereuse dans les yeux. Les ingénieurs sont partis. L'équipe de nuit arrive. On va essayer la broche à poulet de Bishop. Cette nuit-là, Sal, Eleanor et l'équipe de nuit commettent un acte de sabotage industriel bienveillant. Ils prennent l'un des gabarits de montage. Ils volent 2 énormes roulements d'un convoyeur mis au rebut. Ils coupent et soudent des supports, travaillant avec une fureur silencieuse. À 4 heures du matin, ils ont créé un monstre, un gabarit de montage rotatif. Ils placent la coque suivante dessus. Avec un moteur électrique emprunté, ils appuient sur le bouton. Dans un grincement de métal torturé, la coque entière du Sherman pivote de 90 degrés, s'arrêtant sur le côté. Eleanor, le souffle coupé, s'approche. Le joint intérieur qui lui prenait 1 heure de travail contorsionné est maintenant devant elle, à hauteur de poitrine. Elle baisse son masque. « Donnez-moi du jus. » Elle pose sa torche. La soudure descendante est parfaite. Le métal en fusion s'installe profondément, créant un cordon propre, épais et incroyablement solide. Elle termine le joint en 12 minutes. Ce qui prenait 8 heures de travail pénible et dangereux à l'intérieur de la coque est maintenant terminé en 2 heures, à l'extérieur. Quand les ingénieurs arrivent le matin, ils trouvent 3 coques terminées, soudées à la perfection, attendant l'inspection. Ils trouvent le gabarit rotatif, la broche d'Eleanor, et ils sont furieux. Ils parlent de procédures non autorisées, de violation des protocoles de sécurité. Mais les chiffres sont là. Le quota de la semaine est atteint en 2 jours. L'histoire de la broche à poulet remonte jusqu'à Washington.
Les ingénieurs reçoivent l'ordre de standardiser la conception. Bientôt, toutes les usines de chars, de Fisher à Chrysler, utilisent des positionneurs rotatifs géants, permettant aux femmes de faire des soudures parfaites, plus rapidement et en toute sécurité. Eleanor Bishop n'a jamais reçu de médaille. Son nom n'est pas sur le brevet, mais cette ouvrière invisible, motivée par la peur de perdre son mari, a révolutionné la production de masse des blindés. Elle a changé le cours de la guerre, non pas avec une nouvelle formule d'acier, mais avec une idée simple, née de l'épuisement et de l'amour. Les chars qu'elle a aidé à construire étaient plus solides. Ils ont tenu bon dans les Ardennes. Et l'un d'eux, peut-être, a ramené Bill à la maison. Il y a un troisième front intérieur, peut-être le plus dangereux de tous. Ce n'est pas l'enfer gelé de l'Oural, ni la frénésie productive de l'Amérique. C'est un front silencieux, un front qui opère dans l'ombre même de l'ennemi. Nous sommes à Lyon, en France occupée, 1943. Les vastes usines Berliet, autrefois fierté de l'industrie automobile française, ont été réquisitionnées. Elles ne produisent plus de camions civils. Elles sont devenues un maillon essentiel de la machine de guerre nazie, produisant des pièces critiques pour les Panzers et les camions de la Wehrmacht. Ici, les ouvriers invisibles ne sont pas des héros célébrés, ni même des volontaires. Ce sont des prisonniers dans leur propre usine. Ils travaillent sous la menace constante de la Gestapo, sous la supervision d'ingénieurs allemands en uniforme. Travailler trop lentement signifie une déportation pour travail inefficace. Faire une erreur évidente signifie une exécution pour sabotage. Leur guerre n'est pas une guerre de production. C'est une guerre de subversion. L'invisible, ici, c'est Marcel Fournier. À 55 ans, il est le chef d'atelier de la section 4, engrenage de précision. Marcel est un homme taiseux. Vétéran de Verdun, il a vu ce que l'acier peut faire à la chair humaine. Il déteste les uniformes gris-vert qui arpentent son atelier. Il déteste le Major Krupp, l'ingénieur de liaison allemand, un homme aussi froid et précis que les micromètres qu'il utilise pour vérifier le travail. Chaque pièce que Marcel approuve est une dague dans le dos de la France. C'est une culpabilité qui le ronge. Son équipe est composée de survivants. Des hommes trop vieux pour être déportés au service du travail obligatoire, STO, en Allemagne, et des apprentis trop jeunes, comme le petit Jean, 16 ans, dont les yeux brûlent d'une haine impuissante. Un jour, Major Krupp convoque Marcel dans son bureau vitré. Il étale un nouveau jeu de plans sur la table. « Fournier, dit-il dans un français sec, Berlin a un nouveau projet. Urgent, priorité Führer. Nous allons produire les pignons d'attaque pour la transmission finale du nouveau Panzerkampfwagen 5, le Panther. » Krupp sourit, un sourire fin et cruel. Un chef-d'œuvre de technologie. Vous devriez être fier de contribuer. Marcel regarde les plans. Il est peut-être un simple chef d'atelier, mais il a passé sa vie à travailler le métal. Il voit les tolérances, la taille des dents de l'engrenage, les contraintes de couple spécifiées. Et il voit quelque chose que l'ingénieur allemand, dans son arrogance, ne voit pas. Le plan est défectueux. La conception elle-même est trop fragile. Les ingénieurs allemands, dans leur quête de performance, ont conçu une pièce qui sera soumise à des contraintes bien supérieures à ce que le métal peut supporter. À moins que le traitement thermique ne soit absolument, divinement parfait. Les spécifications de cémentation sont très précises, Major, dit Marcel, sa voix neutre. En effet, répond Krupp, votre travail consistera à les respecter au micron près. La moindre déviation, et je vous tiendrai pour personnellement responsable, compris? Marcel comprend. Il comprend mieux que Krupp ne l'imaginera jamais. Il retourne dans l'atelier. Le petit Jean le regarde, les poings serrés. « Patron, murmure-t-il, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas leur construire leur putain de superchar. Il faut tout casser. Faire sauter le four de traitement. » Marcel attrape le garçon par le col et le traîne dans la réserve. « Tais-toi, imbécile. Tu veux nous faire tous fusiller? Tu veux que nos familles soient déportées? La guerre, ce n'est pas faire du bruit. C'est être plus malin. » Il montre les plans. Regarde, ils sont trop gourmands. Ils veulent un acier qui soit dur comme le diamant à l'extérieur, mais qui reste flexible à l'intérieur. C'est la cémentation. Ils veulent une trempe à 820 degrés, suivie d'un revenu à 180. C'est précis. C'est trop précis. Alors quoi? Demande Jean. On le fait? Marcel a un regard lointain. On va le faire. On va suivre leurs ordres à la lettre. On va leur donner les plus belles pièces qu'ils aient jamais vues. Des pièces parfaites. Jean est dégoûté. Vous êtes un lâche, Marcel. Vous êtes un collabo.
Marcel le gifle. Une gifle sèche qui résonne dans la petite pièce. Écoute-moi bien, petit, on va suivre les plans. Mais tu vois le pyromètre du grand four? Celui que le SS-man vérifie toutes les heures? Tu vas t'arranger pour que le thermocouple soit fatigué, juste un peu. Qu'il lise 820 degrés, quand en réalité, le four sera à 815. J'en ne comprends pas. 5 degrés? Ça ne changera rien. Au contraire, murmure Marcel. Ça change tout. À 815 degrés, la structure cristalline, l'austénite, ne se formera pas correctement en profondeur. L'extérieur sera dur, oui. L'inspection de surface de Krupp sera parfaite. L'engrenage passera le test de couple, mais à l'intérieur, le cœur du métal sera paresseux. Il sera cassant. Il va casser? Demande Jean les yeux brillants. Pas ici, dit Marcel. C'est ça le secret. Il ne cassera pas tout de suite. Il cassera après 100, peut-être 150 kilomètres, quand le char sera dans la boue de Russie, quand le pilote donnera un grand coup de gaz pour franchir un obstacle. Là, l'engrenage parfait de Air Krupp se brisera comme du verre. Et le Panther, ce chef-d'œuvre, sera immobilisé. Une boîte de conserve de 45 tonnes, bonne pour la ferraille. C'est un plan diabolique. C'est un acte de guerre invisible. L'équipe se met au travail. C'est une conspiration du silence. Seuls Marcel, Jean et le vieux Louis, qui supervisent le four, sont au courant. Ils produisent des centaines d'engrenages. Major Krupp est ravi. Il inspecte les pièces avec ses micromètres et ses testeurs de dureté Rockwell. Parfait, Fournier. Absolument parfait. Votre efficacité sera notée. Marcel hoche simplement la tête. Chaque pièce brillante qui quitte l'usine est une bombe à retardement. C'est une guerre psychologique. L'équipe doit supporter les remerciements des Allemands, les rations de pain supplémentaires pour leur bon travail. Ils doivent vivre avec la culpabilité de leur succès. Des mois passent. L'hiver 1943 devient 1944. La production continue. Puis, un jour, Major Krupp fait irruption dans l'atelier, le visage violet de rage. Il tient un câble de Berlin. « Sabotage !» hurle-t-il. Des rapports du front de l'Est. Les transmissions finales lâchent en série. « C'est vous, Fournier. C'est vous. » Marcel blêmit, mais garde son calme. « Major, nous suivons les plans. Vous avez inspecté chaque pièce. Elles sont conformes. » Krupp, furieux, ordonne une enquête de la Gestapo. Les ouvriers sont interrogés. Les machines sont démontées. Ils ne trouvent rien. Le thermocouple est usé, oui, mais c'est normal. Les températures enregistrées sur les journaux sont parfaites. 820 degrés à chaque fois. Les Allemands sont face à un mur. La conception est défectueuse, mais ils ne peuvent l'admettre. Il est plus facile d'accuser le métal inférieur des Français. Ils finissent par transférer la production en Allemagne, mais il est trop tard. Des milliers de transmissions défectueuses sont déjà sur le front. Les ouvriers invisibles de l'usine Berliet n'ont pas tiré un seul coup de feu. Ils n'ont pas fait sauter un seul pont, mais ils ont cloué au sol des centaines de panzers. Ils ont contribué à la fameuse et fatale fragilité mécanique qui a saigné la Wehrmacht à Kursk et en Normandie. Marcel Fournier n'a jamais été décoré. Après la libération, il a été regardé avec suspicion, comme tous ceux qui avaient travaillé pour les Boches. Mais lui savait. Il savait que chaque fois qu'il serrait la main de Major Krupp, il lui enfonçait un clou dans le cercueil. Ces ouvriers, invisibles aux yeux de leurs compatriotes et de leurs ennemis, ont forgé des chars, oui, mais ils les ont forgés avec le poison de la résistance, changeant le cours de la guerre, un engrenage défectueux à la fois. L'Angleterre, 1941. Le Blitz déchire le ciel nocturne de Coventry et de Birmingham. C'est le cœur industriel de l'Empire britannique, et il est en feu. Ici, la guerre n'est pas une menace lointaine, c'est une réalité qui tombe du ciel chaque nuit, sous forme de bombes incendiaires et de mines de 1000 kilos. L'usine Shadow Factory No. 7, un bâtiment sans nom, camouflé sous de faux toits pour ressembler à un pâté de maison, est en première ligne. À l'intérieur, dans une atmosphère de tension étouffante, de thé noir surinfusé et de poussière de briques, on assemble le char d'infanterie Churchill. C'est une machine lourde, lente, conçue pour survivre. Et les hommes qui la construisent lui ressemblent. Ils sont le 4e contingent de l'armée invisible. Ce ne sont pas des saboteurs, ni des innovateurs high-tech. Ce sont des artisans, des hommes qui refusent de mourir. Notre invisible s'appelle Arthur Pendleton. Il a 58 ans. Il lui manque 2 doigts à la main gauche
perdu dans un laminoir avant la Première Guerre mondiale, ce qui l'a exempté de service en 1916. Il est maître ajusteur. Son travail est le summum de la précision dans cet enfer de bruit. Il est responsable de l'alignement de la transmission Merritt-Brown, le cœur complexe qui permet au Churchill de tourner sur place. Ce travail exige un bâti d'alignement, un monstre de plusieurs tonnes d'acier usiné, un outil aussi cher et aussi précis que le char lui-même. Sans ce bâti, il est impossible de garantir que la boîte de vitesse s'alignera avec le moteur. La nuit du 14 novembre 1940, la Luftwaffe lance l'opération Sonate au clair de lune. Coventry est effacé de la carte. La Shadow Factory No. 7, en périphérie, est touchée. Une bombe explosive frappe l'aile d'assemblage. Miraculeusement, Arthur et son équipe, qui étaient dans l'abri anti-aérien, survivent. Mais quand ils retournent dans l'atelier dévasté, au milieu des poutrelles tordues et de la pluie qui tombe à travers le toit béant, ils découvrent la catastrophe. Le bâti d'alignement, leur outil le plus précieux, a été frappé de plein fouet. Il est fendu en deux, tordu par la chaleur, inutilisable. Le contremaître, un jeune ingénieur de Cambridge, s'effondre sur une caisse, la tête entre les mains. « C'est fini », dit-il, sa voix brisée. « Fini. Sheffield ne pourra jamais nous en usiner un autre avant 6 mois. Pas avec ses raids. La ligne d'assemblage des Churchill est morte. C'est une condamnation à mort pour les régiments en Afrique du Nord qui attendent ces chars. » Le silence s'installe, rompu seulement par le sifflement d'une conduite de vapeur crevée. Arthur Pendleton s'approche de l'épave du bâti. Il le touche, comme un médecin tâtant le pouls d'un mort. Il est couvert de suie et de plâtre. Il ne dit rien pendant 5 longues minutes. Puis, il se tourne vers l'ingénieur. « L'alignement, dit-il, sa voix un simple grognement. Il est mort, mais la base est bonne. » L'ingénieur lève les yeux. « De quoi parlez-vous, Pendleton ? C'est de la ferraille. »« Non, dit Arthur. Il tape sur la fondation en béton sous la machine. La fondation est bonne, et le berceau principal est tordu, mais il n'est pas cassé. Et alors, on ne peut pas le redresser à la main. » Arthur a un regard que l'ingénieur ne comprend pas. C'est le regard de l'artisan, de l'homme qui a construit des moteurs de navire avec un marteau et un burin. « Pas besoin. On va en faire un autre. »« Un autre ? Avec quoi ? Des baguettes magiques ?» Arthur désigne l'épave d'un camion de pompiers détruit dans la rue. « Avec ça. Donnez-moi l'équipe de soudeurs. Donnez-moi le tourneur borgne du hangar B et foutez-nous la paix. » C'est une mutinerie. Une mutinerie née du désespoir. L'ingénieur, n'ayant plus rien à perdre, hoche la tête. « Faites ce que vous voulez. Je vais essayer de joindre le ministère. » Pendant les 72 heures qui suivent, Arthur Pendleton et son équipe d'invisibles, des hommes de plus de 50 ans, des apprentis de 16 ans tremblants et 3 femmes de la Croix-Rouge qui se relaient pour leur apporter du thé et des sandwichs, mènent leur propre bataille. Ils travaillent sans arrêt, sous la menace constante de nouvelles alertes. Ils découpent au chalumeau les restes du camion de pompiers, utilisant son châssis en acier trempé comme nouvelle structure. Ils n'ont pas de plan. Arthur travaille à l'œil, au toucher. Il utilise un fil de piano tendu, un vieux niveau à bulles de maçon, et des cales qu'il fabrique lui-même en martelant des boîtes de conserve de bully beef. C'est de l'hérésie mécanique, c'est du bricolage. Le make do and mend britannique, élevé au rang d'art industriel. L'ingénieur de Cambridge les regarde faire, horrifié. Vous utilisez un fil de piano pour aligner une pièce de 400 kilos ? Les tolérances sont au millième de pouce. Taisez-vous, grogne Arthur sans le regarder, ses mains ajustant une vis de tension. Le métal sait où il doit aller. Il faut juste l'écouter. Au bout de 3 jours, le monstre est terminé. C'est la chose la plus laide que l'usine ait jamais produite. Une chimère de métal soudé, de poutrelles tordues et de pièces de camion. C'est une insulte à l'ingénierie moderne. C'est alors qu'arrive le premier carter de transmission de la ligne. L'ingénieur retient son souffle. Si Arthur s'est trompé d'un 10e de millimètre, la pièce sera inutilisable. Le pont roulant descend la pièce de transmission. Arthur la guide de ses mains meurtries. Il y a un silence total. La pièce glisse dans le bâti de fortune et s'enclenche avec un clic doux et parfait. Elle est alignée, parfaitement. L'ingénieur est bouche bée. Il vérifie avec ses instruments de précision. L'alignement est meilleur que celui de l'ancienne machine. Arthur simplement essuie ses mains sur son bleu de travail. Bon, on a perdu assez de temps. Au travail. Il y a une guerre à gagner. Ce jour-là, l'usine de l'ombre a redémarré.
Les Churchill ont continué à sortir de la chaîne. Ils ont été envoyés en Tunisie, puis en Italie, puis en Normandie. Ces chars, dont la transmission avait été alignée sur un bricolage fait de camions de pompiers et de boîtes de conserve, étaient deux parmi les plus fiables du front. L'ouvrier invisible de Coventry, cet artisan d'un autre âge, n'a pas seulement réparé une machine. Il a prouvé que la guerre ne se gagnait pas seulement avec la technologie, mais avec l'âme, avec le savoir-faire ancestral de ceux qui savent faire, même quand tous les plans sont brûlés. Mai 1945, l'Europe, dévastée, célèbre sa libération. Sur les Champs-Élysées défilent des chars Sherman, leurs coques robustes, soudées par des femmes comme Éléanore, acclamées par la foule. À Berlin, les T-34, coulés dans l'acier impur mais invincible de Pavel, arborent le drapeau rouge au sommet du Reichstag en ruine. En Normandie, les Churchill, dont les transmissions ont été alignées sur le bricolage de génie d'Arthur, rouillent honorablement après avoir accompli leur mission. Et dans les forêts des Ardennes et les plaines de Hongrie, des centaines d'épaves de Panther, les chefs-d'œuvre technologiques de l'ennemi, gisent immobiles, leur transmission parfaite, conçue par des génies mais sabotée par le courage silencieux d'un Marcel, brisée net. La guerre est gagnée. Les canons se taisent. Et l'histoire, comme toujours, commence à écrire sa légende. Une légende qui choisit ses héros et en oublie d'autres. Les noms des généraux Zhukov, Patton, Montgomery, Delattre sont gravés dans le marbre. Les noms des ingénieurs de génie, Kochkine, Porsche, Christie, sont étudiés dans les universités. Les chars eux-mêmes deviennent des légendes, des entités propres. Mais qu'en est-il des ouvriers invisibles? Qu'est-il advenu de la main qui a forgé le tonnerre? À Tankograd, Pavel a continué à couler de l'acier jusqu'à ce que ses poumons cèdent à la fumée. Son innovation jamais brevetée, son nom jamais mentionné. Sa seule récompense étant de voir ses fils survivants rentrer du front. En Amérique, Éléanore a rendu son masque de soudeuse. On lui a dit que sa place était désormais à la maison pour accueillir les héros. Son invention, le gabarit rotatif, est devenue une procédure standard dans l'industrie, attribuée à un comité d'amélioration de la production. Elle a élevé ses enfants à l'ombre des usines qu'elle avait rendues si efficaces. À Lyon, Marcel a été regardé avec suspicion à la Libération. Travailler pour les Boches laissait une tâche. Il n'a jamais pu parler de son sabotage. Le prouver aurait été impossible et le vanter aurait été indécent. Il est mort en silence, emportant avec lui le secret de ces 5 degrés manquants qui ont coûté à l'ennemi une armée blindée. À Coventry, Arthur a continué à ajuster des pièces jusqu'à sa retraite, secouant la tête devant les nouvelles machines automatisées qui remplaçaient le savoir-faire de l'artisan. Son bâti de fortune, ce chef-d'œuvre de résilience, a été mis à la ferraille dès que le vrai équipement est arrivé de Sheffield. Ils sont retournés à l'invisibilité. Ils n'ont demandé ni gloire, ni reconnaissance, ni compensation. Ils étaient le fantassin du front intérieur, l'armée de l'ombre de la production. Ils n'ont pas reçu la croix de guerre, ni l'ordre de Lénine, ni la médaille de la liberté. Leur véritable victoire, leur véritable monument, est le monde qui a suivi. Ils ont prouvé une vérité que les stratèges oublient souvent. La guerre n'est pas seulement une affaire de tactique, c'est une guerre de logistique, d'endurance et de volonté. L'ingéniosité de l'ouvrier a battu le génie de l'ingénieur. L'intuition de la fonderie a vaincu la théorie du laboratoire. La résilience de l'artisan a triomphé de la destruction aveugle. Le sabotage silencieux du patriote a empoisonné la perfection de l'occupant. Alors, la prochaine fois que vous verrez un de ces titans d'acier dans un musée, ne vous contentez pas d'admirer sa taille ou son canon. Approchez-vous. Regardez les cordons de soudure, ces cicatrices laissées par des mains qui tremblèrent de fatigue, mais pas de peur. Touchez la fonte froide du blindage, et pensez à la chaleur infernale des fours, à la sueur et au sacrifice de ceux qui l'ont coulé. Pensez aux mains invisibles qui ont donné à ce métal une âme, car ce ne sont pas les chars qui ont changé le cours de la guerre, ce sont les ouvriers qui les ont forgés.